Le sang coule sur la joue burinée de Martha Jackson, debout au-dessus de 4 policiers inconscients. La grand-mère de 76 ans contracte des doigts arthritiques qui, quelques secondes auparavant, avaient handicapé des hommes armés 2 fois plus jeunes qu'elle. Personne à Oakwood n'aurait soupçonné que la frêle femme noire aperçue en train de ramasser des canettes était autrefois connue sous le nom de code point tempête de minuit jusqu'à ce que le contrôle routier d'aujourd'hui brise toutes les illusions. Avant de plonger dans cette histoire étonnante, prenez un moment pour réfléchir, d'où regardez-vous? Si vous êtes choqué par les capacités de cette femme âgée, si votre cœur bat la chamade et que votre perception de la force et de l'âge vient de changer, préparez-vous, car ce qui suit révélera non seulement un passé caché, mais aussi des décennies de vérités enfouies. Plus qu'une histoire, c'est une prise de conscience. Revenons maintenant en arrière et revenons au début, pour voir comment une journée ordinaire s'est transformée en un moment qui allait changer à jamais le cours d'une communauté, déchirant des couches de tromperie comme une tempête brisant enfin son silence. Martha Jackson s'est réveillée à 5h30 précise, comme chaque matin depuis 59 ans. Les vieilles habitudes militaires sont difficiles à rompre, même à 76 ans. Sa modeste maison de plain-pied, rue Magnolia, à Oakwood, en Géorgie, contrastait discrètement avec les élégantes propriétés récemment rénovées qui s'élevaient autour d'elle, un signe visible de l'évolution démographique et des tensions latentes dans un quartier autrefois majoritairement noir. Elle se déplaçait avec une lenteur délibérée qui masquait une parfaite conscience de son environnement, chaque geste calculé, chaque regard posé. Ce n'était pas une routine ordinaire, mais une performance peaufinée au fil de décennies d'opérations secrètes. Tout en préparant son thé matinal, elle écoutait les informations locales, l'air impassible, tandis que les journalistes louaient un nouveau contrôle de police, réussi, qui avait donné lieu à 27 arrestations, toutes dans le district A, où vivaient la plupart des résidents noirs restants. Pour quelqu'un de l'extérieur, la vie de Martha suivait un rythme prévisible et réconfortant. Bénévolat au centre communautaire d'Oakwood, où elle enseignait la lecture aux enfants. Réunion de prière du mercredi à la First Baptist Church. Visites hebdomadaires chez Jamal Williams, 16 ans, un adolescent brillant et têtu qu'elle avait pris sous son aile après l'avoir surpris en flagrant délit de vol à l'étalage 6 mois plus tôt. Mais derrière cette façade de grand-mère se cachaient des signes invisibles à l'observateur non averti. Son regard constant et subtil scrutait chaque pièce à la recherche d'une issue. Sa posture, incroyablement parfaite malgré l'arthrose qui aurait dû lui courber la colonne vertébrale. Et la pièce du sous-sol fermée à clé jamais entrée par personne, pas même par ses amis les plus proches. Martha avait observé avec une inquiétude croissante le chef Wilson, qui avait pris la tête du département de police d'Oakwood 18 mois plus tôt, mettre en place une série de prétendues mesures de sécurité au point de contrôle, renforcement des patrouilles, ratissage de quartiers, toutes mystérieusement concentrées dans les communautés noires. Elle conservait son image de vieille femme inoffensive tout en documentant méthodiquement chaque incident, date, heure, numéro de badge, résultat. Le carnet qu'elle portait n'était qu'un leurre. Les véritables données étaient stockées dans un système crypté sophistiqué dont peu de gens soupçonneraient qu'il se trouvait derrière les étagères encombrées d'une vieille dame. Ce que ses voisins prenaient pour un désordre nostalgique était en réalité une forteresse, compartiment secret, armes non métalliques et un dispositif de communication crypté à haute fréquence qui n'avait pas été activé depuis plus de 20 ans. Elle avait été entraînée à paraître inoffensive, un art qu'elle avait perfectionné dans 14 pays sur 4 continents, et qui lui était désormais tout aussi utile à Oakwood, où être âgé et noir signifiait souvent être sous-estimé, ignoré ou rejeté. Sa nouvelle voisine, Sarah Chen, une greffière de 34 ans installée 3 mois plus tôt, était rapidement devenue une amie de confiance. Lors des dîners du dimanche, elles partageaient discrètement leur inquiétude face à l'atmosphère de plus en plus hostile qui régnait dans leur quartier. Les changements furent subtils au début, puis évidents. Mardi dernier, Martha assistait à une réunion communautaire à la First Baptist Church, où les habitants exprimaient leur inquiétude croissante face aux attaques policières. Les agents Daniels et Reynolds se tenaient au fond, les bras croisés, un sourire narquois. Lorsque Martha présenta calmement sa documentation sur les profilages raciaux, l'agent Daniels eut l'audace de lui tapoter l'épaule et de lui dire « À votre âge, madame, on peut facilement se tromper sur ce genre de choses. » Il ignorait que les mains fragiles qu'il avait écartées avaient été déclarées armes mortelles par non pas une, mais 3 agences gouvernementales différentes. Il était 23h22 lorsque l'horloge du centre communautaire apparut. Martha fermait la porte après un programme jeunesse prolongé, un programme autorisé à se prolonger tard, compte tenu des vacances d'été et des horaires de travail des parents. Jamal était resté pour aider au ménage, sa silhouette élancée, animée par l'énergie insatiable de la jeunesse, se déplaçant instinctivement pour empiler les chaises et balayer le sol sans qu'on le lui demande. C'était un petit geste, mais pour Martha,
c'était la preuve que ses conseils portaient leurs fruits. « Je peux te raccompagner chez toi, Jamal », proposa-t-elle doucement. « Il est trop tard pour marcher, surtout avec ces points de contrôle qu'ils ont installés. » Jamal hésita fier, méfiant, ne voulant pas s'imposer mais finit par hocher la tête lorsqu'elle mentionna la tarte aux patates douces qu'elle avait préparée plus tôt dans la matinée. Il n'était qu'à 3 pâtés de maison de chez lui lorsque la voiture de police apparut derrière eux, gyrophares allumés, sans sirène. Martha reconnut immédiatement la tactique, une manœuvre psychologique destinée à déstabiliser, à créer l'incertitude. Elle s'est arrêtée en douceur, plaçant sa voiture sous un lampadaire afin que la lumière brille à travers les fenêtres, offrant ainsi une visibilité, un petit avantage tactique dans ce qu'elle soupçonnait déjà être une rencontre mise en scène. « Garde tes mains visibles », murmura-t-elle à Jamal, « et laisse-moi parler. » Le corps du garçon se tendit aussitôt, les souvenirs d'une rencontre passée avec la police d'Oakwood revenant avec une pointe d'amertume ou une rencontre qui lui avait laissé une entorse au poignet et une peur pour laquelle il n'avait pas encore trouvé de mots. Les agents Daniels et Reynolds s'approchèrent, leurs lampes de poche braquées directement sur leurs yeux, un geste inutile et excessif dans une rue aussi bien éclairée. Martha comprit immédiatement ce qu'était ce geste, une désorientation intentionnelle. « Permis et immatriculation », a aboyé l'agent Daniels, sans donner de préambule ni d'explication pour l'arrêt. D'un geste lent et délibéré, Martha lui tendit les documents, activant simultanément le dispositif d'enregistrement discret cousu dans la doublure de son sac à main. « Quel est le problème, officier » demanda-t-elle d'une voix légèrement tremblante, un ton qu'elle avait perfectionné, qui projetait l'âge et l'innocence tout en lui permettant d'évaluer la position des agents, leurs armes, leur posture et, plus alarmant encore, la disparition des caméras corporelles. « Vérification de routine, madame », dit Reynolds avec un sourire narquois qui trahissait le mensonge. « Vous zigzaguez un peu là-bas. »« Et qui est ce jeune homme » ajouta Daniels en regardant Jamal. « Il est un peu tard pour sortir, non ?» Martha garda une expression posée tandis qu'elle expliquait le programme communautaire. Elle surprit Daniels faire un léger signe de tête à son partenaire, un signe évident, qu'elle avait déjà vu des centaines de fois sur le terrain. « Sortez du véhicule. » Tous les deux. Ils furent séparés, Jamal placé à l'arrière de la voiture, Martha à l'avant. Une tactique classique, éliminer la coordination, isoler et contrôler. « Nous allons fouiller le véhicule », a déclaré Reynolds. Il y a eu des activités liées à la drogue dans le secteur. Il n'a pas demandé son consentement. Il n'a pas attendu son approbation. Il a simplement ouvert la porte et a commencé à fouiller ses affaires. Martha continua sa documentation silencieuse, traquant chaque violation de procédure, tout en paraissant confuse et complaisante. Elle observa l'agent Daniels insister auprès de Jamal avec des questions de plus en plus pointues, coupant court à ses réponses, faisant monter la tension à chaque mot coupé. « Je ne sais pas pourquoi vous, les vieux, continuez à laisser ces voyous agir ainsi », murmura Reynolds, d'une voix basse mais suffisamment forte pour qu'elle l'entende. Puis, alors qu'il ouvrait la boîte à gants, la vision périphérique exercée de Martha capta le léger changement de posture, le mouvement rapide de sa main plongeant dans sa poche pour glisser quelque chose sous le siège. Une plante classique. Quelques secondes plus tard, Reynolds est apparu avec un sourire triomphant, tenant un petit sac en plastique rempli de poudre blanche. « Regardez ce que nous avons ici. » La voix de Jamal se brisa d'incrédulité. « Ce n'est pas à nous. » Daniels le plaqua brutalement contre la voiture, la main déjà tendue vers son tasé. Martha captura tout grâce à une caméra dissimulée dans la broche épinglée à son pull. « Il doit y avoir une erreur, messieurs les agents, » dit-elle d'une voix ferme, destinée à masquer la colère qui la rongeait. « Nous n'en savons rien. » Puis Daniels saisit Jamal par le bras. Le garçon tressaillit et recula instinctivement, la douleur lui traversant l'épaule. L'agent profita de ce réflexe pour le plaquer brutalement contre le véhicule. Martha avança. Son entraînement prit le dessus. Son évaluation fut rapide et glaciale, le risque avait dépassé les seuils acceptables. Une intervention immédiate était nécessaire, non seulement pour protéger Jamal, mais aussi pour éviter que cette nuit ne se termine en tragédie. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. »« Ce n'est qu'un enfant, » dit-elle en s'interposant entre eux. Ses mouvements étaient réfléchis, lents, mais précis. Elle se posa comme un bouclier, son corps devenant une barrière vivante. Reynolds tendit la main vers son bras, l'attrapant avec une force inutile, le tordant. Et puis, quelque chose a changé. Elle s'étendait légèrement au-delà de l'amplitude normale des mouvements, une technique délibérée de conformité à la douleur qui serait particulièrement efficace contre une personne âgée souffrant d'arthrite. « Reculez, grand-mère »
à moins que vous ne vouliez le rejoindre, a menacé l'officier, appliquant une pression supplémentaire qui, si elle avait été utilisée sur une vraie femme âgée, aurait causé une douleur importante. Martha se permit de grimacer, de manière appropriée et convaincante, tout en évaluant la situation avec un calcul précis. Les deux agents, a-t-elle noté, ont dépassé les normes procédurales, une tendance inquiétante qu'elle avait déjà documentée dans 17 incidents précédents impliquant des résidents noirs. La matrice de décision dans son esprit s'est activée à une vitesse étonnante, calculant ses options en quelques millisecondes. Neutraliser les deux officiers prendrait environ 4 secondes, mais une telle action exposerait des capacités profondément incompatibles avec son identité de couverture soigneusement construite. Autoriser l'arrestation offrirait cependant une rare opportunité de recueillir des renseignements sur le modèle de corruption plus large qu'elle suivait depuis des années. Nous allons tous les deux obéir, officier, il n'y a pas besoin de force, a-t-elle dit clairement, établissant un contact visuel délibéré avec Jamal, transmettant silencieusement l'urgence de la retenue malgré l'injustice qui se joue devant eux. Les deux hommes ont été menottés et placés dans la voiture de patrouille, les officiers ne faisant aucun effort pour réciter les droits Miranda ou préciser les charges retenues contre eux. Une autre violation de procédure que Martha a mentalement enregistrée sans réaction. Il est temps d'apprendre à certains d'entre vous le respect de la loi, murmura l'agent Reynolds en poussant brutalement Martha sur le siège arrière. La connotation raciale dans sa voix était indéniable, et l'ironie amère de ses paroles n'a pas échappé à une femme qui avait consacré toute sa vie à défendre la Constitution par des moyens si secrets que moins de 15 personnes avaient jamais connu sa véritable identité. L'agencement du poste de police d'Oakwood correspondait presque parfaitement aux plans municipaux que Martha avait mémorisés il y a des années lorsqu'elle avait emménagé dans le quartier. C'était une habitude de précaution, affinée au fil des décennies de préparation opérationnelle. La zone de détention a subi des rénovations depuis que ces plans ont été réalisés, mais la structure principale est restée intacte. 2 couloirs principaux formaient une configuration en forme de L, 4 cellules de détention étaient alignées en rangées précises et un bureau de traitement était positionné avec des lignes de vue claires sur tous les points d'entrée. Environ 24 personnes étaient présentes malgré leur tardive, ce qui suggère soit un chevauchement des équipes, soit des niveaux de personnel reflétant des circonstances inhabituelles. Alors qu'elle et Jamal étaient traités, Martha a catalogué chaque détail avec une précision médico-légale. Elle a observé les positions des agents, l'emplacement des caméras de sécurité, les mécanismes d'accès aux portes, les protocoles de communication et, plus important encore, les indices comportementaux subtils qui distinguaient les agents potentiellement corrompus de ceux qui pouvaient encore conserver un semblant de limite éthique. Le processus de réservation était délibérément dégradant, en particulier envers Martha. Sa demande de médicaments pour la tension artérielle a non seulement été ignorée, mais rejetée avec moquerie par le sergent de bureau, qui s'est moqué de l'argent des impôts gaspillés pour maintenir des criminels en vie. Seul un jeune officier, Taylor, a montré une lueur d'inquiétude, une inquiétude qu'il a rapidement enfouie lorsque son supérieur a jeté un coup d'œil dans sa direction. Martha a pris note de cette interaction. Les micro-expressions de l'agent Taylor trahissaient son malaise lorsqu'il était témoin des violations les plus flagrantes. Il pourrait s'avérer un allié interne utile, quelqu'un qui n'a pas encore été complètement absorbé par la pourriture. Le processus de prise d'empreinte digitale a présenté le premier véritable risque pour la couverture de Martha. Elle a subtilement tenté de tacher ses empreintes, feignant l'instabilité de l'âge. Mais le technicien, impatient et agacé par ce qu'il prenait pour de l'incompétence, lui saisit brutalement la main et lui força à prendre des empreintes correctes. Sans le vouloir, il a transmis les données biométriques de Martha dans des bases de données qui n'avaient pas vu sa présence depuis des décennies. La cellule de détention abritait 6 autres détenus, tous noirs, âgés de 20 à 65 ans. Au bout de 30 minutes de conversation doucement dirigée, Martha a confirmé des schémas identiques dans leurs arrestations. Des contrôles routiers ont eu lieu dans le même rayon de 3 pâtés de maison. Des preuves sont apparues mystérieusement lors des perquisitions. Des cautions excessives étaient recommandées et les défenseurs publics préconisaient des accords de plaidoyer, indépendamment de l'innocence. Pendant sa pause autorisée aux toilettes, Martha a profité d'un angle mort de 4 secondes dans la couverture de la caméra de sécurité près du couloir administratif. Elle a accédé à un terminal informatique non sécurisé, ses doigts se déplaçant à une vitesse étonnante, capturant des photographies de documents de patrouille programmés. Les preuves ont révélé une activité de patrouille concentrée dans les quartiers minoritaires dans le cadre d'une opération au nom inquiétant de « Clean Sweep ». Alors qu'elle était escortée vers sa cellule, elle a entendu le chef Wilson parler avec tension au téléphone dans son bureau. « Sénateur, je comprends le calendrier, mais nous avons besoin de ressources supplémentaires si vous voulez que ce quartier soit assaini avant la date limite de construction. » « Oui,
le juge du comté est prêt à approuver les mandats. Non, monsieur, aucun document ne vous lie. Je m'en occupe personnellement. Martha a classé la conversation, la rangeant dans son répertoire croissant de renseignements communautaires. Les pièces du puzzle se mettaient en place, une campagne orchestrée de déplacements, voilée derrière le langage des forces de l'ordre et du développement urbain. À 2h17 du matin, un changement subtil s'est produit dans l'atmosphère de la station. Le sergent de bureau a reçu un appel téléphonique, puis a jeté un coup d'œil perçant à la cellule de détention de Martha. Il a immédiatement convoqué 3 officiers pour une conversation à voix basse. Au même moment, un agent de cautionnement est arrivé, Michael Torres. Martha l'a immédiatement reconnu. Torres était officier de renseignement de la marine avant de passer aux opérations de couverture civile dans les années 1990. Sa présence a confirmé ce que Martha soupçonnait déjà, ses empreintes digitales avaient déclenché un protocole de sécurité dormant. Torres n'a offert aucun signe extérieur de reconnaissance, se contentant d'effectuer les étapes minimales requises pour le traitement de la caution. Mais Martha remarqua que la poignée de sa mallette était pointée précisément à un angle de 37 degrés. C'était un signal qu'ils avaient conçu il y a des décennies. Une confirmation que les communications sécurisées ont été activées. Alors que Martha remplissait ses papiers de libération, une nouvelle présence est entrée dans la station. Une femme d'une quarantaine d'années, marchant avec l'assurance indéniable de l'autorité fédérale. Elle portait un costume sombre quelconque et exhibait ses accréditations du FBI. Ses yeux s'attardèrent sur Martha pendant exactement 2 secondes de plus que d'habitude. Agent Phillips, FBI, se présenta-t-elle au sergent de bureau, son badge indiquant son affectation à la division du terrorisme intérieur en fonction de son code couleur périphérique. C'était un développement à la fois intrigant et préoccupant. Soit le FBI s'était soudainement intéressé à la corruption locale, soit, plus inquiétant encore, il s'était intéressé à la véritable identité de Martha. Martha continuait d'incarner son personnage âgé, mais son esprit fonctionnait à grande vitesse, traçant des itinéraires d'extraction et des plans d'urgence. Ses pensées se sont attardées sur Jamal, toujours en détention sous des accusations exagérées destinées à assurer sa détention continue. La confirmation finale et indéniable de la compromission de son identité est survenue lorsque le technicien en empreinte digitale s'est à nouveau approché. Son attitude avait complètement changé. Le mépris antérieur avait disparu, remplacé par une déférence nerveuse. « Il semble qu'il y ait eu une erreur de traitement dans vos documents, madame, murmura-t-il. C'était une excuse transparente, mais qui montrait clairement son identité et avait déclenché des alertes internes désormais visibles même pour le personnel de la station. Alors qu'elle récupérait ses effets personnels, Martha remarqua que l'agent Taylor la regardait à nouveau. Son expression était celle d'une réévaluation prudente. Il avait clairement reçu des informations contredisant son hypothèse antérieure selon laquelle elle n'était qu'une vieille femme inoffensive. Mais il ne savait pas encore quoi en penser. Torres a escorté Martha vers la sortie juste au moment où l'agent Phillips sortait du bureau du chef. Leurs regards se sont croisés et, avec un subtil hochement de tête, Phillips a communiqué le message. Les protocoles d'intervention étaient en marche. Martha devait maintenir sa position au sein de la communauté. C'était un message compris uniquement par des professionnels formés au langage des nuances silencieuses et opérationnelles. Quel mystère se cache dans le passé de Martha Jackson et pourrait attirer un agent du FBI dans un commissariat de police d'une petite ville au milieu de la nuit? Commentez, 1. Si vous pensez que Martha devrait révéler sa véritable identité pour aider Jamal immédiatement. Ou, 2. Si vous pensez qu'elle devrait maintenir sa couverture pour découvrir la conspiration plus vaste. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous avez été choqué par la rapidité avec laquelle un contrôle routier de routine s'est transformé en quelque chose de bien plus sinistre. Abonnez-vous pour découvrir ce qui se passe lorsque les empreintes digitales de Martha déclenchent une alerte classifiée du Pentagone qui n'a pas été activée depuis plus de 3 décennies. Sous le Pentagone, dans une installation qui n'existait pas officiellement, une alerte de sécurité a clignoté sur des écrans à haute visibilité. Il a activé des protocoles qui étaient restés en sommeil pendant 32 ans et a envoyé des messages cryptés à cette personne sur 3 continents. L'amiral James Cooper, directeur adjoint du renseignement naval, a été réveillé en sursaut à 3h22 par la tonalité unique de son téléphone sécurisé. Un son qu'il n'avait pas entendu depuis près de 10 ans. Le message était bref. Actif un bras, Midnight Tempest, confirmation biométrique parc de la police d'Oakwood, Géorgie statut, vivant un niveau de confinement, immédiat. Cooper regarda l'écran, stupéfait. Les souvenirs lui sont revenus à l'esprit,
des dossiers classifiés qu'il avait examinés lors de sa prise de fonction. Des fichiers documentant des opérations si sensibles qu'il n'existait qu'au format analogique, enfermés dans un coffre-fort nécessitant 3 autorisations distinctes. Midnight Tempest n'était pas juste un autre agent. Elle était le prototype. La norme par rapport à laquelle tous les autres ont été mesurés et finalement jugés insuffisants. Martha Johnson, née Martha Louise Jackson en 1949, avait été recrutée directement du programme de soins infirmiers de l'université Howard en 1967. Elle avait été identifiée pour sa conscience situationnelle exceptionnelle, sa mémoire photographique et un profil psychologique unique. Un mélange rare d'empathie profonde et de précision froide, capable d'exécuter des décisions en une fraction de seconde sous une contrainte extrême. Le programme Umbra était en avance sur son temps depuis des décennies. Il avait réalisé quelque chose que la plupart des unités d'opération spéciales avaient manqué. Que les agents secrets les plus efficaces n'étaient pas ceux qui avaient les plus gros muscles ou les armes les plus voyantes. C'étaient eux qui pouvaient entrer dans une pièce, disparaître à la vue de tous et démanteler des systèmes entiers de l'intérieur, un mouvement subtil à la fois. Et maintenant, cet agent était à nouveau réveillé. Mais plutôt des individus qui pouvaient disparaître dans n'importe quel environnement, dont les capacités extraordinaires se cachaient sous des apparences que les ennemis sous-estimeraient instinctivement. Martha n'avait été rien de moins que révolutionnaire, non seulement en tant que première femme mais aussi première américaine noire acceptée dans le programme, sa seule présence étant un acte silencieux de défiance contre les hypothèses qui régissaient le monde des opérations secrètes. Son entraînement avait été implacable, englobant tout le spectre des disciplines classifiées, du combat rapproché avancé au triage sophistiqué sur le champ de bataille, de l'art du démantèlement psychologique aux protocoles expérimentaux d'amélioration de la mémoire qui restaient enfouis au plus profond de dossiers scellés, même à ce jour. L'opération de Lagos de 1974 était devenue une légende murmurée au sein de la communauté du renseignement, bien qu'elle n'existait nulle part dans les documents officiels du gouvernement, pas même sous la forme d'une note de bas de page expurgée dans des dossiers caviardés. Opérant entièrement seule, sans soutien, sans être reconnue, Martha avait infiltré une cellule terroriste se préparant à déclencher une catastrophe biologique dans la ville la plus peuplée du Nigeria, neutralisant 17 agents en 48 heures éprouvantes, son travail évitant des pertes estimées à plus de 300 000. Ce que peu de gens, même dans les plus hautes sphères, savaient, c'est qu'elle avait également sauvé 34 enfants retenus en otage, leurs vies utilisées comme des pions dans une négociation tordue. Elle en avait porté certains dans ses bras, d'autres sur son dos, les guidant à travers un labyrinthe de tunnels d'égouts fétides, tout en administrant des soins médicaux d'urgence aux plus gravement blessés avec la détermination tranquille de quelqu'un qui s'était entraîné non seulement pour survivre mais pour protéger les autres de la mort. Pendant des années, Cooper avait accepté comme un fait que Martha était morte pendant l'opération Sundown en 1987, une mission entourée d'échecs et de mystères, dont les archives classifiées avaient été largement expurgées, dont les détails avaient été murmurés mais jamais confirmés. La mission s'était déroulée à Berlin-Est, en plein cœur de la guerre froide, et tout ce qui s'était passé cette nuit-là avait mal tourné de manière catastrophique, à tel point que Martha, l'un des agents de renseignement les plus précieux que la nation ait jamais cultivé, avait tout simplement disparu du système, sa disparition étant notée par une ligne plate dans un dossier et une cérémonie silencieuse de déni. La révélation qu'elle était en vie, vivant apparemment sous une identité civile en Géorgie, a fait frissonner le système, déclenchant un tourbillon de questions, non seulement sur ce qui s'est réellement passé à Berlin cette nuit-là, mais aussi sur qui avait décidé d'enterrer la vérité. Dans les 30 minutes qui ont suivi l'alerte, Cooper avait réuni une équipe de crise dans la salle de conférence sécurisée du Pentagone, dont les murs étaient insonorisés mais incapables de contenir la tension croissante parmi les participants, leurs 6 sages marqués par divers degrés d'incrédulité alors qu'ils absorbaient le contenu du briefing. Comment est-ce possible, a demandé le général T. Harris, représentant des chefs d'état-major interarmés, sa voix brisant le silence comme un marteau. Midnight Tempest a été déclarée Kia en 1987, si elle était en vie depuis tout ce temps. Il laissa la phrase s'éteindre, les implications s'étendant vers l'extérieur dans une détonation silencieuse. La violation potentielle de la sécurité nationale était stupéfiante dans ses ramifications. Plus important encore, intervint le directeur de la CIA, Ramirez, pourquoi a-t-elle refait surface maintenant? Après des décennies de couverture parfaite, quelque chose l'a forcé à agir ou a compromis son identité. Les images satellites focalisées sur Oakwood, en Géorgie, racontaient leur propre histoire, les changements démographiques, les schémas de gentrification, le timing suspect de l'intérêt des forces de l'ordre, tout cela laissant entrevoir des motivations plus profondes, peut-être liées à des agendas économiques cachés sous des couches de bureaucratie. Notre préoccupation immédiate est le confinement, a déclaré Cooper,
les yeux fixés sur le flux de surveillance en temps réel établissant un périmètre autour de la modeste résidence de Martha. Si son identité est confirmée, l'extraction est prioritaire, nous ne pouvons pas risquer d'exposer un bras ou toute opération liée à Midnight Tempest. Ce que personne n'a dit à voix haute, mais que tous ont ressenti comme un poids derrière les côtes, c'était la vérité que Martha Jackson possédait des connaissances qui, si jamais elles étaient révélées, pourraient déchirer l'histoire de la guerre froide comme une plaie à vif et impliquer des individus qui arpentaient encore les couloirs du pouvoir. J'ai envoyé l'agent spécial Thomas Clark pour effectuer une première évaluation, a ajouté Cooper, la voix ferme mais l'esprit agité, faisant référence à un jeune agent formé au protocole que Martha elle-même avait contribué à concevoir des décennies auparavant. Ces ordres sont d'observer uniquement aucun contact, pas avant que nous ayons établi un plan d'extraction sécurisé. Ce que Cooper n'a pas dit, n'a pas pu dire, c'est qu'il avait rencontré Martha Jackson une fois, brièvement, en 1984, 3 ans avant sa mort supposée, et qu'elle l'avait regardée, vraiment regardée, comme si elle scrutait l'architecture de son âme. Ses yeux avaient une netteté, une clarté si féroce qu'elle lui avait donné l'impression d'être comme du verre. Pendant ce temps, à Oakwood, Martha était assise parfaitement immobile dans son salon, les ombres dessinées autour d'elle mais les rideaux s'écartaient juste assez pour surveiller la rue, où 3 véhicules banalisés s'étaient installés comme des vautours à l'affût. Au cours des 2 heures qui ont suivi sa sortie discrète du poste de police, elle avait déjà détecté la première équipe d'observation, leurs mouvements subtils mais pas invisibles, pas pour quelqu'un qui avait rédigé les manuels qu'il suivait désormais. L'analyse des empreintes digitales avait déclenché précisément la chaîne d'événements qu'elle avait anticipée, même si elle avait espéré que cela ne se produirait pas avant au moins une décennie. Martha s'était préparée à ce scénario depuis le jour où elle avait créé son identité civile à Oakwood il y a 15 ans, chaque centimètre carré de sa maison étant conçu non seulement pour le confort domestique mais aussi pour un avantage tactique. Tandis qu'elle sirotait son thé, son esprit fonctionnait comme un moteur de guerre silencieux, traitant une douzaine d'éventualités à la fois. Jamal est resté en détention, il était vulnérable, un point de pression propice à la manipulation. La corruption du service de police local était étroitement liée aux contrats de développement et aux intérêts fédéraux, leur motivation étant entachée d'argent et de pouvoir. Son exposition, désormais inévitable, créa à la fois un danger et une opportunité, notamment concernant la vérité sur l'opération Saint-Dawn et, peut-être plus inquiétant encore, le rôle de l'amiral Cooper, dont le nom figurait dans des dossiers confidentiels auxquels elle avait eu accès au cours de ce qui avait été sa dernière mission. La signature électronique distinctive de la surveillance ciblée par satellite a fait sonner ses capteurs cachés, confirmant ce qu'elle soupçonnait déjà, ce n'était pas une réponse de routine. Les plus hauts échelons du gouvernement la surveillaient désormais. Elle n'a fait aucun mouvement, n'a montré aucun changement d'expression, mais a activé mentalement le protocole d'urgence 5, une sécurité intégrée conçue pour les scénarios impliquant une action hostile potentielle de la part d'anciens alliés. Dans une chambre d'hôtel à l'autre bout de la ville, l'agent du FBI Rebecca Phillips était assise, penchée sur ses dossiers, la lueur de son ordinateur portable peignant son visage d'une lumière tamisée. Les données qu'elle avait compilées sur Martha Jackson n'avaient aucun sens, des contradictions accumulées, des autorisations multiples, des niveaux d'accès compartimentés et des lacunes dans le temps qui ne correspondaient pas à l'historique opérationnel connu. Phillips était initialement venu à Oakwood pour enquêter sur des affaires non résolues de l'époque des droits civiques, sa recherche s'étant concentrée sur les schémas de profilage racial, mais un algorithme avait signalé un lien, des anomalies dans le maintien de l'ordre qui faisaient écho à des tactiques enfouies des années 60, comme documenté dans les archives expurgées du FBI. Sa présence lors de l'arrestation de Martha avait été une coïncidence, du moins c'est ce qu'il semblait, mais elle l'avait placé au cœur de l'action, observant de ses propres yeux l'onde de choc que l'empreinte digitale de Martha avait déclenchée dans de nombreuses agences. Son téléphone sécurisé a sonné, des ordres contradictoires venant d'en haut. Son supérieur direct a insisté sur la surveillance immédiate de Jackson, mais le directeur adjoint lui-même a émis une directive contradictoire, se concentrer sur le service de police, ne pas engager le dialogue avec Martha Jackson sous aucun prétexte. Les contradictions ont révélé plus qu'un conflit politique, elles ont mis en évidence des lignes de fracture dans la hiérarchie du renseignement, preuve d'agenda concurrent avec Martha prise entre deux feux. À 4h17 précise, l'heure à laquelle la plupart des opérations de surveillance atteignent leur niveau d'alerte le plus bas, Martha s'est déplacée avec une précision silencieuse pour accéder à la cache d'urgence sous le plancher de sa cuisine. Elle a récupéré un appareil de communication spécialisé et l'a activé pendant exactement 12 secondes, suffisamment pour envoyer une balise de localisation cryptée aux associés restants d'un bras, mais suffisamment bref pour éviter d'être détecté. En quelques minutes, le chef Wilson a reçu un appel téléphonique d'un numéro bloqué.
L'imagerie thermique enregistrée par l'agent Clark a montré que l'homme était pâle et tremblant au moment où il a mis fin à l'appel. Martha, toujours vigilante, observait les agents à l'extérieur de sa maison avec un détachement clinique, son œil exercé reconnaissant les schémas de formation distincts qui les identifiaient non pas comme étant du FBI, mais comme des agents de renseignement militaire. Cela confirmait ce qu'elle craignait, sa réapparition soudaine avait ravivé les vérités longtemps enfouies de l'opération Sundown, et les forces au plus haut niveau en avaient pris note. Au cours des 3 jours suivants, la tension monta visiblement à Oakwood, la ville inconsciente de la tempête qui se préparait en son cœur. Martha a maintenu sa routine publique avec une normalité calculée, assister à l'église le dimanche matin, faire du bénévolat au centre communautaire le lundi après-midi, chaque geste étant délibéré, conçu pour endormir les observateurs, alors même qu'elle cartographiait le réseau croissant de surveillance. Le chef Wilson, désormais clairement compromis, avait chargé des agents de surveiller les lieux fréquentés par Martha, leurs questions aux amis et voisins étant mal masquées comme des demandes informelles. Mardi soir, Sarah Chen a appelé Martha, la voix tremblante de confusion et d'inquiétude. Elle a expliqué que des officiers étaient venus au palais de justice, s'enquérant des antécédents de Martha, de ses affiliations et même de ses états de service. Ils voulaient savoir si vous aviez déjà mentionné des opérations spéciales ou des activités de renseignement, a déclaré Sarah, luttant pour comprendre. Je leur ai dit que tu avais dit que tu étais infirmière pendant la guerre du Vietnam, mais ils n'ont pas semblé convaincus. Martha, calme et posée, rassura son amie sans rien dire de substantiel, calculant intérieurement que Sarah, elle aussi, était désormais devenue un handicap qui nécessitait une protection. La véritable escalade a eu lieu mercredi matin. De retour de sa promenade matinale habituelle, Martha remarqua que sa porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Son système de sécurité avancé avait été désactivé par des professionnels. À l'intérieur, sa maison avait été fouillée soigneusement, mais pas de manière invisible. 2 de ses 7 compartiments cachés ont été découverts, y compris la cache d'armes sous le plancher de la chambre d'amis. Elle a effectué une inspection et a découvert 3 nouveaux dispositifs de surveillance, des équipements standards du FBI cette fois, et non militaires. L'implication était claire. Il y avait maintenant plusieurs factions qui la surveillaient, travaillant peut-être les unes contre les autres. Elle a laissé les appareils en place, comprenant que parfois le message qu'ils reçoivent est plus puissant que celui que vous envoyez. Son silence en dirait long. Sa précision serait leur avertissement. Et la guerre qu'ils essayaient de ressusciter ne la trouverait pas au dépourvu. Ils pourraient capturer. Le mandat de perquisition est arrivé 4 heures plus tard, délivré par les agents Daniels et Reynolds, l'air sombre et satisfait, au moment même où Martha sortait pour son groupe de prière du mercredi. Le document, citant des informations anonymes concernant des armes illégales, autorisait une perquisition approfondie de l'ensemble de sa propriété. Martha a noté que la signature du juge sur le mandat était la même que celle figurant sur les ordonnances de mise en liberté sous caution disproportionnée récemment émises contre plusieurs résidents noirs. Un autre fil conducteur dans cette nouvelle tendance, un autre nœud dans le réseau de manipulation judiciaire coordonnée qui se resserre. Nous vous demandons de rester sur place pendant la perquisition, madame, dit l'agent Reynolds d'une voix emplie d'un mépris à peine dissimulé. Nous ne voudrions pas que vous ayez d'accident à votre âge. La menace implicite planait comme un grésillement avant l'orage, et elle s'amplifia à l'arrivée de 4 agents supplémentaires, dont 2 que Martha n'avait jamais vus dans le service. Leur posture, leur formation, leur vigilance, rien de tout cela ne correspondait aux procédures policières habituelles. Ces hommes se déplaçaient avec une précision affinée par un entraînement hors des circuits officiels. La confrontation atteignit son paroxysme lorsque l'agent Daniels, fouillant dans le tiroir de sa cuisine, sortit théâtralement une arme de poing et la brandit comme un acteur de théâtre. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là » annonça-t-il d'une voix performative, les yeux brillants de triomphe. Le numéro de série de l'arme avait été maladroitement limé, une tentative grossière d'effacement, et Martha comprit instantanément, ce n'était pas la sienne. On dirait que quelqu'un a enfreint les lois fédérales sur les armes à feu, a déclaré Daniels avec une prudence exagérée. Le raisonnement intérieur de Martha changea. Rester totalement passive représentait désormais une menace plus grande que de révéler une once de ses véritables capacités. Surtout avec la présence de témoins, Sarah pourrait bientôt arriver. Cette présence extérieure pourrait freiner les excès de la police. « Ce n'est pas mon arme, officier », déclara-t-elle avec calme et clarté. Sa voix perdit pour la première fois son tremblement d'antan, se stabilisant comme l'acier sous le velours. Sa posture se redressa subtilement, sa présence s'amplifia dans la pièce, comme si l'âge lui-même avait reculé devant quelque chose de plus profond.
Et je crois que votre caméra corporelle fonctionne à nouveau mal, tout comme lors de mon arrestation illégale la semaine dernière. La transformation surprit les officiers. Une hésitation tactique les parcourut. Martha s'avança, avec la grâce silencieuse d'un prédateur, dans l'espace personnel de l'agent Daniels. Son mouvement était si fluide, si délibéré, qu'il recula instinctivement avant même de s'en rendre compte. Je vous suggère de vérifier cette arme pour voir s'il y a des empreintes digitales, continua-t-elle, le regard fixé sur le sien, autre que les vôtres. Sa voix était basse, autoritaire, et sa posture évoquait une force autrefois respectée par les agents de renseignement les plus aguerris du monde. La démonstration fonctionnait. Un doute germait dans leur récit orchestré. Ce que Martha n'avait pas prévu, c'était l'arrivée de Sarah Chen à ce moment précis, venue prendre des nouvelles de son amie après l'audience. Elle assista aux dernières secondes de la confrontation sereine de Martha. Les yeux écarquillés de Sarah en disaient long, le masque de la vieille femme fragile avait glissé, et derrière lui, elle voyait quelque chose de formidable. La perquisition prit fin lorsque les agents Daniels et Reynolds emportèrent l'arme cachée comme preuve, bien que leur confiance fût ébranlée. Ils partirent discrètement, jetant un coup d'œil à Martha comme s'ils la voyaient pour la première fois. Sarah les regarda partir, pensive. « Ce n'était pas la première fois que vous voyez les forces de l'ordre abuser de leur autorité, n'est-ce pas ?» demanda Sarah, une fois seule. Sa question n'était pas née de la curiosité, mais de nombreuses années passées au tribunal, à observer des schémas se répéter avec une cruauté chirurgicale. Ce moment représentait un point de décision, une couverture complète ou une confiance sélective. « J'ai déjà vu ce schéma, » répondit Martha. Elle ne révéla rien de précis, juste assez pour permettre à Sarah d'entrevoir la profondeur de ses paroles. « Ce qui se passe à Oakwood n'est pas du harcèlement aveugle, a-t-elle poursuivi. Il s'agit d'un déplacement systématique, exécuté par des voies légales. » Leur conversation fut interrompue, non par le bruit, mais par la vigilance particulière de Martha. Des mouvements à l'extérieur, subtils mais indéniables. Des agents en civil établissaient des positions de confinement. Cela ne signifiait qu'une chose. « Sarah, je veux que tu sortes par la porte de derrière, » dit Martha d'une voix à nouveau teintée d'autorité. « Évite les rues principales. Il pourrait y avoir des ennuis ce soir, et je ne veux pas que tu sois prise au piège. » Sarah n'hésita pas. Son obéissance silencieuse marqua un tournant, elle comprit, maintenant, que Martha n'était pas ce qu'elle semblait être. La formation juridique de Sarah a permis de relier la présence policière croissante à la prétendue « initiative de revitalisation » du maire, qui ciblait justement les quartiers où les propriétaires noirs étaient les plus nombreux. Oakwood était en pleine transformation, maison par maison, pâté de maison par pâté de maison. Dans tout le quartier, la tension montait à un rythme effréné. Les habitants ont signalé une forte augmentation des contrôles routiers, des contraventions et des contrôles de permis d'exploitation, tous visant les établissements appartenant à des minorités. Carlos Rodriguez, journaliste à l'Oakwood Weekly Chronicle, avait commencé à établir des liens. Ses premières investigations avaient permis de relier la société de développement Sentinel Security aux contributions de campagne du chef Wilson et d'autres responsables du comté. La surveillance de Martha elle-même le confirmait, les événements s'accéléraient. Une action coordonnée se profilait dans les 72 heures, grâce au changement d'horaire de patrouille et au déploiement des équipements. Ce soir-là, de retour d'une visite auprès de la famille d'un jeune arrêté sans motif, Martha croisa 3 policiers en civil. Leur désinvolture ne masquait pas leur positionnement tactique. Un piège. « Mademoiselle Jackson, nous aimerions vous poser quelques questions, » a déclaré l'officier principal, sa main posée près de son arme dissimulée tandis que les autres la flanquaient. L'esprit de Martha s'emballa. La rue avait été soigneusement choisie, isolée, sans témoin. Une exposition totale n'était pas envisageable. Mais une démonstration de compétence était inévitable. La rencontre a duré exactement 47 secondes. 2 policiers s'en allèrent avec des blessures inexplicables au poignet. Le troisième resta muet d'incrédulité, incapable de comprendre comment une femme âgée avait pu si proprement démanteler leur approche. Martha s'éloigna lentement, consciente d'avoir révélé plus qu'elle ne le souhaitait, mais pas suffisamment pour confirmer sa véritable identité. De retour chez elle, elle trouva Thomas Clark dans son salon. Aucune alarme ne s'était déclenchée. Sa présence à l'intérieur confirmait une chose, il était hautement qualifié et autorisé. « L'amiral Cooper vous salue, Midnight », dit-il en utilisant son ancien titre. Pas son nom. Cela signifiait que sa couverture était complètement démasquée, au plus haut niveau.
Je suis autorisé à proposer une extraction immédiate et une protection complète, a-t-il poursuivi. La situation ici est devenue intenable. Martha l'observait. Trentenaire, fort, bien entraîné. Sa posture indiquait un certain contrôle, mais ses micro-expressions suggéraient des lacunes dans son briefing. Et les habitants d'Oakwood, demanda-t-elle. Et Jamal Williams, détenu sur la base d'accusations forgées de toutes pièces? L'inquiétude de l'amiral Cooper s'étend-elle à eux, ou vise-t-elle simplement à empêcher la divulgation d'informations confidentielles? L'hésitation de Clark le confirmait. Son extraction comptait. La communauté, non. J'ai pour ordre de vous extraire uniquement, admit-il. La situation locale dépasse les limites de la mission. La réponse de Martha s'est cristallisée. Veuillez informer l'amiral Cooper que je refuse l'extraction pour le moment, dit-elle d'un ton ferme. Et suggérez-lui de revoir l'intégralité du dossier de l'opération Sundown, en particulier les autorisations sénatoriales. Le masque de Clark tomba. La surprise brilla dans ses yeux. On ne lui avait rien dit. Il y avait des bribes de son passé qu'il ignorait lui-même. Après son départ, Martha ouvrit une cache enfouie sous sa maison, restée intacte pendant 15 ans. À l'intérieur, du matériel de communication, des armes non métalliques et du matériel tactique reposaient en parfait état. Ces outils étaient conçus pour des missions où l'échec signifiait la mort. Ils allaient désormais servir sur un autre champ de bataille. Elle réfléchit amèrement à l'ironie du sort. Des compétences autrefois destinées à défendre les intérêts américains à l'étranger protégeraient désormais les citoyens américains de la corruption intérieure. Le serment qu'elle avait prêté des décennies auparavant à défendre la Constitution contre tous les ennemis, étrangers et nationaux était toujours d'actualité. À l'aube, la réunion eut lieu dans la conserverie abandonnée. Martha l'avait choisie pour ses voies d'évacuation et l'absence de surveillance électronique. Thomas Clark arriva pile à l'heure, ayant échappé à la surveillance, confirmant ainsi son appréciation antérieure sur sa formation. L'amiral Cooper s'inquiète de votre allusion à l'opération Sundown, dit Clark. Il a autorisé une extraction élargie. Y compris celle du jeune Williams. Protection limitée pour les autres. Martha l'observait attentivement. Sa posture trahissait un mensonge. Il cachait quelque chose. Cooper sait pourquoi je ne fais plus confiance au service de renseignement de la marine après le coucher du soleil, dit-elle. La question est, et vous? Clark tressaillit. Juste une seconde. Ça suffit. Il changea de position et proposa, il existe des preuves avérées de manipulation externe au sein des forces de l'ordre d'Oakwood. Des implications potentielles pour la sécurité nationale. Traduction, il craignait ce que Marthe pourrait faire si elle n'était pas contrôlée. J'envisagerai l'extraction, dit-elle, une fois la menace qui pèse sur cette communauté neutralisée. J'aurai besoin de soutien. Et d'accès. Leur accord, tendu et conditionnel, a instauré une coopération temporaire. Mais la confiance restait lointaine. 3 heures plus tard, les capteurs périmétriques avancés de Martha se sont activés. Quelqu'un approchait, utilisant une contre-surveillance presque aussi perfectionnée que la sienne. Une silhouette apparut à sa porte arrière, se déplaçant avec une grâce qui démentait son âge apparent. Fin 70 ans, mais manifestement entraîné. Tempête, salua-t-il, le regard perçant, la posture vigilante. Je vois. Martha se figea, son contrôle exercé craquant. Vite, répondit-elle en reconnaissant Malcolm Reed, son ancien coéquipier de l'incident de Berlin en 1987. Un homme qu'elle croyait mort depuis longtemps. Les rumeurs de sa mort semblaient aussi exagérées que les siennes. Leurs retrouvailles furent concises et efficaces. L'émotion fut mise de côté. Malcolm expliqua, j'ai reçu votre signal. Cooper ignore que je suis en vie. Quand votre identité a été détectée, j'ai activé les protocoles. Sa présence a tout changé. Surtout lorsqu'il a révélé la surveillance des communications du Pentagone reliant l'amiral Cooper à la sénatrice Harris, dont les intérêts en matière de développement étaient au cœur de la crise d'Oakwood. Sundown n'était pas un échec, a déclaré Malcolm. C'était un véritable nettoyage. Il n'était pas censé revenir de Berlin. Les preuves corroboraient les conclusions les plus sombres de Martha, des organisations de défense des droits civiques infiltrées, une surveillance intérieure autorisée en secret, des décrets présidentiels ignorés. Leur séance a été interrompue par un appel de Sarah. 2 garçons arrêtés, dit-elle, paniqués. Ils allaient à l'école à pied. Aucune inculpation, aucun appel aux parents.
Et le juge Freeman signe tous les mandats. Aucune enquête. C'était en train de se produire. L'accélération que Martha avait prédite avait commencé. Le temps du rassemblement silencieux était révolu. La résistance allait commencer. Lorsqu'elle arriva au domicile de Martha 30 minutes plus tard, son accès au tribunal lui avait déjà fourni des documents cruciaux décrivant le cadre juridique méticuleusement élaboré pour permettre des saisies massives de biens. Le choc initial de Sarah en trouvant Malcolm présent fut bref, il céda rapidement la place à une détermination sans faille lorsque Martha, avec un calme désarmant et une précision infaillible, ne démonta qu'une fraction de ses véritables capacités, démonter et remonter avec habileté un appareil de communication dont les mouvements étaient si précis et efficaces qu'aucune femme âgée ordinaire ne pourrait les maîtriser. « Vous n'êtes pas une simple ancienne infirmière militaire, n'est-ce pas » demanda Sarah, même si son ton trahissait la réalité, elle avait déjà reconstitué les nombreuses incohérences de l'image publique soigneusement entretenue de Martha. « J'ai servi ce pays d'une manière qui reste confidentielle », a reconnu Martha d'un ton neutre, sans donner plus de détails, mais en laissant Sarah saisir l'ampleur de son expérience et le poids des combats invisibles qu'elle avait menés. « Ce qui compte maintenant, a-t-elle poursuivi, c'est que ces mêmes compétences puissent contribuer à protéger cette communauté de ce qui nous attend. » L'alliance s'est développée plus tôt que prévu. Plus tard dans l'après-midi, Carlos Rodriguez est apparu sans prévenir, après avoir suivi Sarah après avoir observé la surveillance policière d'un employé du tribunal. L'enquête du journaliste avait révélé des liens financiers accablants entre la campagne de Wilson, chef de la sécurité de Sentinel, et des comptes offshore liés aux commissions fédérales des crédits. Ils établissent systématiquement des preuves écrites pour justifier les expulsions massives, expliqua Carlos d'un ton sombre, en présentant des documents révélant que les infractions au code étaient 8 fois plus fréquentes dans les quartiers minoritaires que dans les quartiers blancs dotés d'infrastructures identiques. Le plan d'urbanisme déposé auprès du comté, ajouta-t-il, remplace les quartiers où le taux de propriétaires noirs est le plus élevé par des appartements de luxe. Martha examina les preuves de Carlos, son esprit vif les croisant avec ses propres réseaux de renseignement. Le schéma était indéniable, une stratégie hautement coordonnée, mêlant manœuvres juridiques, manipulation financière et tactiques répressives, le tout conçu pour évincer une communauté établie, le tout masqué par une bureaucratie juste assez importante pour préserver un déni plausible de motivation raciale. Mais l'allié le plus inattendu arriva ce soir-là. L'agent Taylor, un jeune patrouilleur, contacta Sarah par les voies sécurisées du tribunal, demandant d'urgence un rendez-vous loin des regards indiscrets du commissariat. Martha insista pour l'accompagner, Malcolm installant des points de surveillance pour s'assurer que la rencontre ne soit pas un piège. Taylor arriva visiblement agité, toujours en uniforme, mais après avoir désactivé les systèmes de localisation de son service conformément aux instructions de Sarah. « Il prépare un gros coup demain soir », dit-il en remettant un planning de patrouille révélant des schémas de déploiement inhabituels, tous concentrés dans le district A. Le chef appelle ça l'opération « coup de balai ». Ils ont fourni des tenues anti-émeutes à chaque équipe et ont fait appel à des prestataires privés de Sentinel Security ou des militaires qui ne figurent même pas sur les listes officielles du service. Sa voix se brisa légèrement, lourde de conscience. « Je me suis engagé pour protéger les gens, dit-il. Ce qu'il prépare, ce n'est pas du maintien de l'ordre. C'est du harcèlement coordonné. C'est pour chasser les gens. » Reconnaissant à la fois sa sincérité et sa valeur stratégique, Martha prit la décision. Elle intégra Taylor à leur réseau de résistance en pleine expansion, appliquant ses techniques de contre-espionnage affinées depuis des décennies pour évaluer sa fiabilité. L'Alliance centrale étant désormais consolidée, elle mit en œuvre un plan d'intervention complexe à plusieurs niveaux, adapté aux atouts et aux points d'accès de chaque membre. Sarah continuerait à documenter les irrégularités judiciaires au sein du système judiciaire. Carlos, fort de son intégrité journalistique inébranlable, se préparerait à révéler la vérité publiquement. Taylor, désormais pleinement intégré, fournirait des renseignements en temps réel sur les activités du département. Malcolm commença à former des membres sélectionnés de la communauté à la résistance non violente, les préparant aux affrontements à venir. Et Martha elle-même coordonnerait la stratégie globale, préservant son identité civile soigneusement cultivée pour éviter d'attirer l'attention trop tôt. Pourtant, le Pentagone n'était pas resté inactif. Sa suspicion croissante à l'égard des activités de Martha se traduisit par une surveillance accrue et l'arrivée discrète de nouveaux agents s'installant à Oakwood. Les opérations de contre-surveillance rigoureuses de Malcolm détectèrent leur présence, bien que leur mission exacte demeurât inconnue. Pendant ce temps, Martha visitait le centre de détention pour mineurs où Jamal était détenu, un voyage qui avait un double objectif.
Elle rassurait l'adolescent de plus en plus anxieux avec le calme d'une protectrice aguerrie et lui transmettait des instructions codées, dissimulées dans une conversation ordinaire sur les événements du centre communautaire, le préparant ainsi à d'éventuelles perturbations institutionnelles dans les jours à venir. L'avancée la plus décisive a eu lieu lorsque l'équipement d'interception de Malcolm a intercepté les communications cryptées entre le chef Wilson et la sénatrice Harris. Les transferts d'actifs doivent être finalisés avant que l'enquête fédérale ne prenne de l'ampleur, a averti le sénateur. Si ces titres de propriété ne sont pas sécurisés, tout le projet s'effondre. L'évocation d'une enquête fédérale suggérait que toutes les factions à Washington n'étaient pas alignées, ce qui expliquait peut-être les directives contradictoires de l'agent Phillips. Une nouvelle possibilité émergea, des agences ou des individus rivaux pourraient œuvrer secrètement pour contrer le complot. L'analyse stratégique de Martha changea. L'opération Clean Sweep était désormais clairement l'aboutissement d'une stratégie de plusieurs années visant à saisir des propriétés sous des prétextes juridiques fabriqués de toutes pièces, canalisant les richesses vers des acteurs publics et privés, dont peut-être l'amiral Cooper, dont les liens avec Harris devenaient de plus en plus importants d'heure en heure. Et ce lien remonte à 32 ans, à l'opération Sundown. Quel camp, se demandait Martha, l'agent Phillips choisirait-il finalement? Se tiendrait-elle aux côtés de la communauté ou resserrerait-elle les rangs pour protéger la machine du secret? Puis, comme Taylor l'avait prévenu, l'opération « nettoyage » a été lancée à 21h précises vendredi soir. L'ampleur de l'assaut a dépassé les prévisions les plus prudentes de Martha. 17 véhicules de police ont sillonné le district et, établissant des points de contrôle tenus par des agents en tenue tactique complète, qui ont arrêté véhicules et piétons sans motif. Simultanément, 12 domiciles ont été perquisitionnés au bélier, le tout sous le mince prétexte de mandat douteux. Le réseau de Martha est entré en action. Carlos a filmé chaque infraction avec des caméras cachées haute résolution. Sarah a surveillé l'activité du tribunal à distance, signalant les dossiers urgents. Des bénévoles de la communauté, formés par Malcolm, ont été déployés comme observateurs juridiques équipés de fonctions de diffusion en direct. L'agent Taylor a fourni des mises à jour tactiques en direct via des canaux cryptés. Martha a pris position près du centre communautaire, devenu un sanctuaire de fortune pour les résidents déplacés, en utilisant ses capacités d'observation améliorées pour suivre à la fois les officiers en uniforme et les entrepreneurs sentinelles en civil, identifiables par leur modèle de formation unique et leur équipement de qualité militaire. La répression a suivi une logique inquiétante, d'abord les domiciles de personnalités connues de la communauté, puis les propriétés situées dans des zones clés de réaménagement. Les agents ont découvert des infractions ou des contrebandes présumées, quel que soit l'état réel des logements. À 23h27, l'agent Phillips arriva chez Martha, ayant échappé à la surveillance de la police et des sentinelles. Sa manœuvre singulière ne fit que confirmer la haute opinion que Martha avait de ses compétences sur le terrain. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose », dit Phillips en lui tendant un dossier classifié portant les habilitations de sécurité de niveau 1 bras, bien au-delà des accès habituels du FBI. C'était dans des archives sécurisées nécessitant une habilitation de niveau directeur, ajouta-t-elle. On voulait que je le trouve. Le dossier contenait des documents expurgés mais irréfutables de l'opération Sundown, révélant des paramètres de mission dont Martha n'avait jamais été informée. L'objectif n'était pas de neutraliser les menaces étrangères, mais de réprimer sur le territoire national les militants des droits civiques jugés subversifs, dont certains avaient de ténus liens présumés avec l'Union soviétique. Les signatures figurant au bas du document, à peine voilées par les mentions de sécurité classifiées, ne laissaient place à aucun doute. Elles ressortaient avec une clarté glaçante, celle d'un jeune James Cooper, alors étoile montante du renseignement naval, et celle du sénateur Robert Harris, dont la position stratégique au sein du comité avait permis d'instituer une surveillance occulte à l'abri de tout contre-pouvoir démocratique. « Il ne vous envoyait pas éliminer des agents étrangers », murmura Phillips, les yeux fixés sur Martha, attentive à la moindre réaction, au moindre tressaillement de visage. La mission de Berlin n'était qu'un leurre. Une façade soigneusement construite pour masquer l'objectif réel, l'élimination ciblée de citoyens américains. Ce fut comme un coup de tonnerre, sourd et profond, une détonation à retardement qui résonna dans les tréfonds du passé de Martha. Elle l'avait toujours soupçonné, comme une ombre persistante au fond de sa mémoire, une intuition brûlante qui jamais ne l'avait quittée. Et maintenant, elle le tenait entre ses mains, noir sur blanc, la preuve. L'acte de trahison, étouffé depuis 3 décennies. Cooper croit que je suis morte ce jour-là, déclara-t-elle d'un ton bas, maîtrisé, mais dans lequel vibrait un sous-entendu d'acier. Elle tenait ce document comme un levier explosif entre ses doigts. Lui et tous les autres pensent que mon équipe a été rayée de la carte.
La question ne portait plus sur la véracité des faits, mais sur ceux qui avaient permis à cette vérité de survivre. Qui, au sein de cette machine à broyer les preuves, avait eu le courage, ou la stratégie, de laisser un fil conducteur? Et qui avait conduit Phillips jusqu'à lui? Ils n'eurent pas le loisir de creuser davantage cette énigme. Leur conversation fut brutalement interrompue par une communication hachée, urgente, envoyée par Malcolm. Il avait été compromis alors qu'il surveillait les mouvements de sentinelles. Contacts multiples. Profil tactique typique d'opération spéciale, annonça-t-il sèchement, avant que la transmission ne se coupe. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ce n'était pas une retraite stratégique. C'était une capture. Sans la moindre hésitation, Martha et Phillips se lancèrent dans la planification d'une mission d'extraction. Mais à peine avait-elle commencé qu'un nouveau message, cette fois de Taylor, fit irruption dans leur réseau sécurisé. Il annonçait une situation d'une gravité encore supérieure, une unité tactique entière était en route vers le centre communautaire, ce refuge improvisé où s'étaient regroupées des dizaines de familles expulsées. Ils prétendent avoir reçu une dénonciation anonyme faisant état d'un stock d'armes, prévint Taylor, la voix tendue. L'opération est autorisée. Wilson la dirige personnellement. Ce n'était plus une manœuvre de pression, ni même un abus d'autorité. C'était un acte de guerre. Une déclaration armée contre des civils. Martha se redressa, les yeux flamboyants d'une détermination qui n'avait rien perdu de sa force. Agent Phillips, dit-elle d'un ton devenu soudain celui du commandement, j'ai besoin de votre autorité fédérale immédiatement. Taylor dispose des plans du bâtiment. Vous avez 12 minutes, pas une de plus, avant que leurs équipes ne forcent l'entrée. Phillips resta figé une seconde, partagé entre ses engagements envers l'institution et la clarté de sa conscience. Mais ce dilemme ne dura pas. Ses principes, forgés au fil des années sur le terrain, reprirent le dessus. Je vais les ralentir en soulevant des conflits de compétences, affirma-t-elle avant de disparaître dans la nuit, sans un mot de plus. Martha, elle, concentra toute son attention sur Malcolm. La balise de traçage intégrée à son équipement la guida jusqu'à un entrepôt désaffecté, niché dans les friches industrielles d'Oakwood. Grâce à l'imagerie thermique, elle identifia 8 hommes lourdement armés, tous en position défensive autour d'un espace central. Elle s'approcha avec l'élégance silencieuse d'un fantôme, chaque mouvement mesuré, chaque pas en parfaite symbiose avec l'ombre. Des dizaines d'extractions en solitaire, de Beyrouth à Bogota, avaient sculpté en elle cette précision. Le premier garde s'effondra sans bruit. Le second, puis le troisième suivirent, frappés avec une efficacité non létale que son âge apparent rendait presque surnaturelle. Mais le quatrième, au dernier instant, enclencha une alarme silencieuse. Les autres agents, parfaitement entraînés, se déployèrent aussitôt selon des schémas de combat rapprochés hérités des unités spéciales. L'affrontement dura exactement 57 secondes. 57 secondes où Martha mit en œuvre des techniques de neutralisation spécifiquement conçues pour contrer les tactiques des forces spéciales américaines. Des gestes si précis qu'ils semblaient anticiper les mouvements ennemis avant même qu'ils n'aient lieu. Le dernier homme, clairement le chef d'unité à en juger par son équipement, la regarda, haletant, terrassé mais encore conscient. Ses yeux étaient remplis d'un mélange d'effroi et de respect. « Vous bougez comme les Ghosts originaux », murmura-t-il. Ce nom n'aurait jamais dû franchir ses lèvres. Il n'aurait jamais dû le connaître. Cooper a dit que vous aviez tous été éliminés. Cette simple phrase fit l'effet d'un séisme silencieux. Elle scellait le lien entre Sentinel Security et les opérations clandestines d'autrefois. Elle confirmait l'implication directe d'Admiral Cooper. Ce n'était plus une hypothèse. C'était une certitude. Martha pénétra alors dans la chambre de confinement. Elle y trouva Malcolm, ligoté, mais vivant. Ses yeux étaient sombres, empreints d'une lucidité douloureuse. Il savait exactement qui il cherchait, dit-il en récupérant son matériel dissimulé. Le chef de l'unité a mentionné les protocoles Sundown pendant mon interrogatoire. Il releva les yeux vers elle. C'est un langage cloisonné. Et c'est à cet instant que Martha comprit. La tempête venait de commencer.